Cet article publié à la fin de l'année 2021 porte sur la place qu'occupe l'enseignement à distance ou encore la formation à distance dans les universités traditionnelles québécoises. C'est-à-dire les universités qui, de tradition présentielle, et elles sont au nombre de 17 au Québec, ont eu recours de manière urgente et massive, voire même forcée, à l'enseignement à distance pour maintenir leur offre de formation pendant la pandémie. Alors, ce contexte, disons, de crise, ce contexte inhabituel nous a amené à nous poser deux questions. Est-ce que le recours forcé à l'enseignement à distance est le prélude ou du moins le catalyseur d'une plus grande institutionnalisation de l'enseignement à distance au Québec? Encore faut-il dire qu'il existe des pratiques préexistantes à la pandémie. La très grande majorité des universités québécoises offrent des cours et des programmes à distance. Certaines de ces universités ont même modifié les conventions collectives des professeurs pour favoriser le développement de cette offre à formation à distance. Et puis que toute autre, l'Université Laval, comme on le sait, a une offre quand même significative et elle se définit même sur le plan identitaire comme une université comodale. Donc, une première question qui pose la question d'une accélération ou encore d'une plus grande institutionnalisation de l'enseignement à distance après la pandémie, grâce à ce recours forcé, disons, à ce mode d'enseignement. Et une seconde question qui soulève, est-ce que de nouvelles logiques, ou du moins une transformation des logiques préexistantes pourrait accompagner l'enseignement à distance après la pandémie? Est-ce qu'on assisterait à de nouvelles valeurs, de nouvelles croyances ou encore de nouvelles normes liées à ce mode d'enseignement? Alors, pour répondre à ces questions, on s'est doté d'un modèle d'analyse inspiré de la théorie néo-institutionnelle qui met de l'avant, qui soutient que les universités, assurément, sont des organisations, mais des organisations qui sont imbriquées dans des réseaux imprégnés de valeurs, de croyances et de normes, qui les amènent à agir dans un sens donné, au nom de la légitimité, mais au nom de l'efficience. Et ces valeurs, ces croyances et ces normes constituent en soi une logique institutionnelle, c'est-à-dire un cadre de référence qui amène à agir dans un sens donné. Alors donc, pour comprendre les logiques préexistantes qui ont participé au développement de l'enseignement à distance au Québec avant la pandémie, on s'est intéressé au discours, parce que les discours précèdent bien souvent les pratiques, au discours des principales instances publiques, parapubliques, voire les parties prenantes qui encadrent le développement des universités québécoises en lien avec la formation à distance. On s'est intéressé, dis-je bien, au discours du Conseil supérieur de l'éducation, la conférence des recteurs et principaux des universités du Québec, laquelle a laissé sa place au BCI, au discours du ministère de l'Enseignement supérieur, ministère de l'Éducation et des discours du gouvernement du Québec. Alors, quelles sont-elles ces logiques qui ont participé au développement de l'enseignement à distance avant la pandémie? Après analyse, on a identifié 4 principales logiques. La première, l'internationalisation de la concurrence. C'est un discours qui est récurrent, qui est résilient, qui se retrouve dans la majorité des discours. Et ce qu'on a compris, c'est qu'il existe quand même une distance entre les discours et la pratique. Et le constat est que les universités québécoises ont été très peu interpellées dans les 25 dernières années par rapport à ce discours sur la concurrence internationale en éducation par le recours à l'enseignement à distance. Il y a une seconde logique qui est inhérente, qui est liée à la seconde pour être concurrentielle à l'échelle internationale. Il faut faire des partenariats, il faut se regrouper, il faut collaborer. Ce que l'on comprend des pratiques qui ont été décrites et documentées, c'est que les universités ont pu collaborer. Celles qui ont collaboré, cela ne s'est pas fait sans difficulté. Mais une chose est claire, c'est que les universités ont eu recours davantage à l'enseignement à distance pour se concurrencer sur le territoire québécois. Une troisième logique qui est celle de la réduction des coûts. Effectivement, si on collabore, c'est pour réduire les coûts. Ce que l'on sait à l'heure actuelle, c'est que ça relève davantage de l'impression. Et une quatrième logique qui est l'accessibilité à l'enseignement supérieur. Nul doute que c'est une valeur clé de l'enseignement supérieur québécois et une valeur associée à l'enseignement à distance. Il est clair qu'il est de moins en moins question aujourd'hui de répondre à la dispersion géographique des étudiants ou de permettre aux empêchés du présentiel d'accéder à l'enseignement supérieur. L'enseignement à distance serait associé de plus en plus aujourd'hui à une innovation pédagogique, à une autre modalité que l'on peut offrir dans le cadre des environnements numériques d'apprentissage des universités.
Ces logiques sont intéressantes et importantes à considérer. Pourquoi? Parce qu'elles sont résilientes et récurrentes, bien qu'elles sont très peu appropriées par les universités parce qu'il existe une marge de manœuvre entre les discours et les pratiques, mais ces pratiques, ces discours plutôt, et ces logiques sont récurrentes et résilientes parce qu'elles sont au cœur même du projet du campus numérique national, projet qui s'inscrit dans le plan d'action numérique du gouvernement du Québec, projet qui a été développé, qui a été mis de l'avant, déposé en 2018. Donc, ces logiques sont toujours présentes. Est-ce qu'elles se transformeront? Est-ce qu'elles seront davantage appropriées au cours des années à venir? Cela reste à voir. Et pour répondre à cette seconde question qui soulève l'idée d'une transformation ou même l'apparition d'une nouvelle logique institutionnelle, l'analyse qui a été faite nous permet d'identifier une logique de flexibilité. Vous me direz que la flexibilité, elle est inhérente, qu'elle est fortement liée à cette idée d'enseignement à distance. Certes, mais ce que l'on voit, c'est une conjugaison d'autres valeurs associées à cette logique. Ces valeurs sont le choix, le confort et l'hybridité. Ce qui n'est pas sans soulever des questionnements et assurément des enjeux. D'abord, rien ne nous dit que le choix est un vecteur, favorise la motivation ou favorise des apprentissages en profondeur. On pourrait dire également que certains étudiants sont mal placés ou du moins pas suffisamment compétents pour choisir le mode d'apprentissage qui leur convient le mieux. Encore faut-il dire que la distance ne convient pas à tous les étudiants et que la notion de choix, si elle n'est pas réfléchie sur le plan pédagogique, amène à des réflexions, des questionnements sur l'apparition d'une logique qu'on pourrait qualifier de consumériste ou encore clientéliste, ce qui n'est pas sans lien à une certaine forme de marchandisation de l'éducation, ce qui est questionnable sur le plan idéologique. La notion de choix renvoie aussi à la question de l'hybridité, d'offrir la présence, la distance ou encore l'hybridation de ces deux modes d'enseignement selon un spectre quand même relativement large de modes d'enseignement synchrone et asynchrone. Par contre, rien ne nous dit que le mélange des genres, le mélange des modes peut être porteur sur le plan de l'apprentissage, sur le plan pédagogique. Pour terminer, la notion de choix renvoie à l'idée de confort, de l'étudiant qui s'inscrit dans une logique du confortable, rester à la maison, avoir le choix ce matin de ne pas aller en classe, je vais rester, je vais m'inscrire à un cours à distance. Ça soulève de nombreux questionnements et rien ne nous dit qu'un apprentissage confortable est un principe pédagogique.